Avec ses ruelles et ses belles maisons à pans de bois qui forment un cercle parfait tout autour de l'église, Preissas, à 20 km d'Agen, est étonnant à bien des égards. On pourrait croire, vu la forme, qu'il s'agit d'une de ces bastides sorties de terre à la fin du XIIIe siècle. Mais le village est beaucoup plus ancien. Ce plan de ville qui mettait symboliquement les habitants sous la protection de l'église date en effet de l'an 1000. Des lieux singuliers, des activités étonnantes, des personnages stupéfiants, c'est ma promesse aujourd'hui. Nous irons tout d'abord dans l'incroyable château de Gavaudan à la rencontre d'une bande de copains, d'une bande de fêlés qui passent tout leur temps libre à vivre comme au Moyen-Âge. À Fumel, vous découvrirez comment on perpétue un savoir-faire ancestral dans l'une des dernières tuileries artisanales. Enfin, nous pousserons les portes d'un atelier hors du commun, un lieu hallucinant, celui d'un ancien prothésiste dentaire devenu expert dans l'art d'inventer des créatures hors du commun. Cap sur le Lot-et-Garonne, rencontres inattendues. Nous commençons nos escapades dans le Lot-et-Garonne en mettant le cap sur un château hors du commun, Gavaudan. Cette forteresse contrôlait jadis l'axe principal de communication entre la Genée et le Périgord. En compagnie de Jean Dufort, passionné de l'époque médiévale et fondateur de la Compagnie des Mortepeilles, Éric s'apprête à remonter les couloirs du temps. C'est un château, Jean, que tu connais bien, je crois. Ici, c'est le coin dans le département que je trouve le plus beau. On a un château qui est vraiment très particulier, qui est ultra sauvage, qui est sur ce qu'on appelle un POG, c'est-à-dire il est vraiment sur un piton. C'est un château qui a été fait pour protéger la vallée et sûrement aussi pour des péages. C'est vraiment lié à l'histoire de la vallée de Gavaudan. Donc là, on est juste à l'entrée. On est juste à l'entrée. On va découvrir la montée, qui est spectaculaire et sportive. Oh là. Tu me mets l'eau à la bouche, je te suis. Allez, on y va. Tu passes en premier? Allez, pour que tu découvres. Ah oui, comme ça, s'il y a un gars qui m'attend, c'est moi qui prends le coup. Ah ouais, carrément. Mais là, on est dans une grotte. Tu vois, ça ruisselle, c'est vraiment... Carrément. Avant, il n'y avait pas du tout d'escalier, il y avait une échelle qui était ensuite enlevée pour quand il y avait une attaque ou pour être protégé. C'est extrêmement violent à regarder, on a vraiment l'impression d'y être. Oui, en fait, c'est pas de la chorégraphie, c'est pas préparé, c'est vraiment du combat à l'instinct. Ils se battent réellement. Alors c'est quoi l'objectif? C'est d'être au plus proche de la réalité? Alors l'objectif, c'est d'être au plus proche de la réalité. Vraiment de se battre, d'être dans ce que pouvait être l'esprit d'un combattant à l'époque médiévale. Bravo! Allez, attention, je roule. Très impressionnant, je peux vous assurer. Merci. Et je vois quand même l'état dans lequel vous finissez, c'est extrêmement physique tout ça. Oui. Oui, effectivement, on a beaucoup de poids. On est très enfermé, donc il faut énormément de cardio. Et du coup, ça fait des combats courts, mais intenses. C'est quoi? C'est comme un sprint? Ah ouais, c'est exactement ça, oui.
Gamin, on a tous quand même un peu rêvé de jouer au chevalier en imaginant que la princesse était en haut du donjon. Il y a un peu de ça quand même. Et il y a un peu du fait de devenir un grand chevalier, de taper sur les gens en armure. Là, on a 3 grands enfants. Voilà. Ouais, c'est l'impression que j'avais quand même. Hein. Très clairement. Vous faites quoi dans la vraie vie tous les trois? Pour l'instant, rien pour ma part. Je fais une reconversion. Ouais. Ah, moi, je suis dans l'informatique, je suis ingénieur. Voilà, on dirait pas, hein, mais si. Mais ils me prennent pour un fou. Hein. Et toi? Moi, je suis exterminateur. Exterminateur de petits insectes, c'est De ça? petits insectes, de petits rats. Et tu les attaques Non, le patron veut pas. On ne compte pas les aficionados de reconstitution historique en Nouvelle-Aquitaine. Tous ont en commun le désir de partager cette passion avec le grand public, de faire découvrir des savoir-faire, comme Cyril, forgeron qui a créé cet atelier itinérant où il travaille comme au Moyen-Âge. Salut Cyril. Bonjour Eric. Si je comprends bien, tu es celui sans lequel beaucoup d'objets qui servent aux démonstrations n'existeraient pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de faire une pointe de flèche, ou plutôt une pointe pour un carreau d'arbalète. Ah, c'est le terme, carreau d'arbalète, c'est la pointe en fait. Non, le carreau, c'est l'ensemble. C'est la pointe et le fût. D'accord. Le fût, c'est le morceau de bois. Voilà. Là, on est à peu près à 800-900 degrés. Alors moi, j'apprécie le geste parce que tu tapes de façon très précise et la forme est réellement en train de se faire là sous mes yeux, quoi. Tout à fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc le dicton dit vrai alors. Voilà. Hop, on va la tremper. C'est chaud, je peux toucher? Non, Non, c'est ça mouillé, va. C'est mouillé, c'est sale. C'est tout. Un militaire, il pouvait en utiliser combien dans Alors, une... on sait à peu près que pendant la guerre de 100 ans, pour contrer la cavalerie française, les Anglais alignaient 6000 archers qui tirent à peu près 12 flèches par minute. Et une flèche de longbow complète, ça fait à peu près 100 à 120 grammes. Et donc ça fait à peu près 9 tonnes de flèches qui étaient tirées à la minute. Alors je vois des tas d'objets, voilà, des aumes. T'as fabriqué tout ça? J'ai fabriqué tout ça. Mais alors par exemple, là, je vois la cotte de maille. Ça se fait comment? Ça se tricote pas comme de la laine? Pas tout à fait, avec des pinces. Ça nécessite combien de temps de travail? Un mois de travail à peu près. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, de venir rejoindre la compagnie et présenter ces techniques utilisées au Moyen-Âge? En fait, c'est pour retrouver tout simplement les sources, le geste ancestral, qui quelque part n'a pas évolué. Bon, maintenant, on a des machines, on a des marteaux-pilons, on a des filières mécaniques, etc. Mais le geste en lui-même du forgeron est toujours le même. À t'entendre, on comprend que nos sociétés modernes sont un peu prétentieuses et imagine pas que le savoir-faire, il est là depuis bien longtemps. Tout à fait, mais petit à petit, j'ai l'impression que les gens reviennent aux fondamentaux et ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère y contribuer un maximum. Tu y contribues, je te confirme, parce qu'alors, qu'est-ce que j'apprends comme chose aujourd'hui, c'est fabuleux. Merci. Merci à toi, Cyril. Merci. Au fil des ans, les Mortepeil et les autres compagnies avec lesquelles ils partagent les mêmes passions ont fini par accumuler un savoir-faire et des connaissances à rendre envieux bien des agrégés d'histoire. Ces autodidactes sont ainsi devenus des experts dans l'art de fabriquer des armes, de les utiliser comme à l'époque, mais aussi de reproduire les tenues. Ah, attends, j'ai les mains au bout qui coincent. Ça retourne les ongles, c'est génial. Voilà. Mon Dieu. Donc maintenant, Attends, mais ça pèse combien, ça? une 18 kilos, entre 15... Tu Non, vois, c'est vrai? parce que regarde. Tu vois à quoi ça sert une cotte de maille? Ah ouais, ça sert, mais alors ça signifie quand même que là, quand le chevalier il a ça, il a pris combien, tu me dis? 18? Alors, une tenue complète avec le camail, les gants, un bouclier, une épée, une lance, c'est 30 kilos de plus. Voilà. Tu Donc, sais, ce qui est formidable avec ça, c'est que tout d'un coup, l'histoire sort des livres d'histoire et devient très concrète. Je n'ai plus du tout la même vision d'un combat au Moyen-Âge après avoir enfilé ce truc. voilà. Bon, et Donc, après? pied droit en avant, pied droit en avant. Pied droit en avant, ok. Voilà. Reste pas derrière, hein, parce que je veux pas te Non, couper non, la vas-y, tête. vas-y, Parce que vas-y. c'est vrai que le champ de vision, il est limité quand même. Allez, et tu coupes. Ah ouais! Voilà. Mais dis donc, mais ça coupe incroyablement net, quoi. Ah, c'est une coupure très très nette. Donc par exemple, on a retrouvé des cadavres avec des os
cassé, net. Donc ça veut dire qu'en fait, ils se sont fait trancher le bras et l'os a cassé net. C'est pas une cassure, c'est pas une brisure, c'est une cassure. Tu peux m'adouber Alors, après je- ça? oui. Alors je te redonne l'épée. Attends, je vais le remettre là. Tiens, je le pose au sol. Voilà. Donc en général, on se met à genoux. Ah bon, allez. Voilà. On est fait chevalier. Alors c'est souvent au nom de Dieu et au nom du Seigneur. Et après, tu me regardes, tu prends une claque, voilà. Et c'est pour pas que tu l'oublies. Ah bah, je ne vais pas l'oublier, super. Voilà. Nous mettons maintenant le cap plein sud vers une ville située sur les rives du Lot, Fumel. Éric part à la rencontre d'un autre personnage qui lui aussi perpétue des gestes ancrés dans l'histoire de ce pays. Nous voici à la tuilerie de Condat, spécialisée dans la fabrication artisanale de carrelage, tommettes et autres briquettes. Salut Olivier. Bonjour Eric. Alors explique-moi ce que tu es en train de faire. Mais là en fait je fais un carreau entièrement à la main. C'est-à-dire c'est une pâte très très molle. On a des cadres en bois ou en fer et là on doit pétrir la pâte dans ce cadre pour donner la forme du carreau. Alors cette terre, c'est quoi? C'est de l'argile, non, j'imagine? Alors cette terre c'est une argile bien sûr. Ça se trouve dans des carrières spécialisées, c'est pas la terre du jardin hein, bien évidemment. Hein. Et nous après on va la retravailler. Et on va la rendre très très molle pour pouvoir justement faire ces carreaux-là à la main. Alors j'ai vu que tu avais des machines également qui fonctionnaient, qui fabriquaient des carreaux. Comment tu choisis? À la main ou à la machine? En fait on a deux productions. On a une production mécanique, c'est-à-dire un peu plus régulière, industrialisée, c'est un bien grand mot parce que ça reste artisanal. C'est-à-dire que bon, on a des moules, la machine va nous faire le carreau, nous après derrière on peut le retravailler manuellement ou pas. C'est un aspect beaucoup plus régulier par rapport à ce genre de carreau-là qui lui vraiment est très 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 ancien, très, très irrégulier. Il peut se marier avec des carreaux qui ont presque 100 ans. Cette tuilerie date du début du XXe siècle et en 1950, c'est ton grand-père qui a repris l'affaire. Depuis, c'est resté dans la famille, tu es la 3e génération. Il y avait combien de tuileries de ce genre dans la région? Alors, dans les années 1900, oui, il y avait, à Lot-et-Garonne, je crois qu'il y avait exactement 102 ou 103 tuileries. Donc il y en avait à peu près dans tous les petits villages, parce que chaque petit village avait sa propre tuilerie, faisait ses briques, ses carreaux pour alimenter le village. Donc puis petit à petit, tout a disparu. Il en reste combien aujourd'hui? Et aujourd'hui, alors en Lot-et-Garonne, on a encore 2. Utiliser les techniques du passé n'exclut pas d'innover. Olivier emmène Éric dans un coin de l'atelier pour lui montrer un tout nouveau produit qui fait sa fierté. Voici les fameux carreaux que tu voulais montrer. C'est magnifique, dis donc. Oui, oui, tout à fait. C'est des carreaux émaillés, donc bleu cobalt. Je te fais une démo, vite fait. Allez. Regarde. Hop. Je passe mon bleu cobalt à travers mon motif, et voilà. En fait, c'est un pochoir. Voilà, tout à fait. C'est un pochoir, mais non, nos pochoirs, ce sont des dentelles. C'est une super idée. Mais alors, dis-moi, tu les trouves où, ces dentelles-là? Alors, ces dentelles-là, je les chine. Hein. Vide-grenier, brocante, des génial. particuliers qui découvrent mes productions et qui me proposent de m'amener leurs dentelles qu'ils ont dans des cartons au grenier. Il y en a partout, en fait. Ah oui, on en a partout. Alors, on fait des essais, on fait des... On a des tests parce que bon, toutes les dentelles ne donnent pas forcément des beaux motifs. Donc on est toujours en train d'essayer et de trouver des nouveaux modèles surtout. Alors, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, si on utilisait celui-ci? J'essaye de bien te le centrer. ouais, tiens. allez, regarde, tu vas voir. C'est celui-là, hop. On va le faire aussi. Vas-y, je te laisse le découvrir. Super. Voilà. Je trouve ça fabuleux. Vraiment, c'est une super belle idée. Et encore une fois, ce que tu recherches, en fait, c'est la diversité. Chaque carreau est différent et son éventuelle imperfection, en fait, fait son attrait. Et ça pèse combien un wagon comme ça, Olivier? Oh, c'est 4 tonnes au moins.
Donc là, vous avez de quoi faire un bon pack de rugby, si je comprends bien, quoi. Ah là, c'est sûr que là, on peut pousser un mêlée. Nous ne sommes pas la première équipe de télévision à venir ici. Et il y a une archive, je crois, dont tu as entendu parler. C'était en 1969 et on l'a retrouvée. C'est ça. Et écoute, je ne sais pas, j'imagine que tu l'as vu, mais regarde et écoute ton grand-père. Il nous a parlé de sa reconversion. Je fais des carreaux à la main comme autrefois, parce qu'il n'y a pas de machine pour pouvoir les faire couramment. Alors, c'est sur le plan artisanal, pour carreler les monuments historiques, pour rénover les maisons anciennes. Je fais des carreaux à la main. Ça ressemble à ce que je fais. C'est exactement ce que je me suis dit. Et il faut encore travailler pas mal. J'imagine qu'il y a plusieurs degrés de fierté pour toi. D'abord de réaliser un beau produit, mais quand même aussi celui de continuer une histoire familiale. Ben oui, bien sûr, c'est une fierté. Troisième génération. Bon, voilà, hein, mon grand-père a beaucoup travaillé, même peut-être plus dur que moi à l'époque, parce qu'il n'avait pas toutes les machines, tous les accessoires pour se faciliter un petit peu la vie. Ça te rend visiblement heureux de faire ce que tu fais ici. Moi, disons que même quand j'étais petit, j'ai toujours eu envie de faire ça. Voilà. L'avantage, c'est que bon, on fait ce qu'on aime, quoi. Et ça, faire ce qu'on aime dans la vie, on ne peut pas rêver mieux. Tout à fait. Notre prochaine rencontre est de celle que l'on n'oublie pas. C'est dans la campagne autour de Pressas qu'Emmanuel Jansens, prothésiste dentaire de formation, est venu de Belgique il y a plus de 20 ans pour installer son atelier surprenant, très surprenant. Salut Emmanuel, tout est dingue ici, les animaux qui m'ont accueilli. Et toi, là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ici, je suis en train de démouler des crânes que j'ai coulés hier. Donc en fait, ce sont des félins préhistoriques. Ici, il y a un félin américain, un Xenosmilus. Et un Xenosmilus. C'est pas un animal qui est particulièrement connu. Par contre, c'est un animal qui est particulièrement spectaculaire. Ici, c'est un atelier de faussaires professionnels, en fait. On refait des faux en matériaux composites, mais l'objectif, comme on travaille pour les musées de sciences naturelles, c'est d'avoir des faux qui sont aussi vrais que les vrais. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais dans les musées, il y a, je dirais, beaucoup de pièces qui sont trop délicates pour être exposées pour différentes raisons de conservation. Et très souvent, ce sont des copies qui sont mises en exposition. Waouh, c'est impressionnant. Voilà. Fais voir, je peux le prendre en main ? Oui, tu peux le prendre en main. Ouh. Ah ouais, dis donc, là tout d'un coup, effectivement, on imagine la bestiole avec ses dents comme ça. Quand on te demande qu'est-ce que tu fais comme métier, tu réponds quoi ? Mon métier, quelque part, n'existe pas. Quand on me demande, en fait, je dis que je fais des reconstitutions hyper réalistes en matériaux composites. On retrouve les créations d'Emmanuel un peu partout à travers le monde. Des parcs à thème, des zoos, des musées scientifiques. Sa force, c'est l'hyperréalisme. Emmanuel et ses compagnons sont experts dans l'art de peindre un crocodile plus vrai que nature ou de trouver l'œil qui va saisir le spectateur. Ça, ce sont des yeux d'humain, c'est ça ? Ça, ce sont des yeux d'humain. Donc là, ce sont je dirais des bulles de verre qui sont soufflées. Wow, et pour en avoir discuté avec un ophtalmo, parce que j'ai un jour montré ça à un ophtalmo, et lui était vraiment impressionné du niveau de réalisme. Il me disait que c'était tout à fait comparable aux prothèses oculaires qu'on utilisait pour les hommes. Pas du point de vue de la forme, parce que là, il y a une découpe qui est totalement différente, mais la qualité de travail, d'après lui, est exactement la même. Lui, c'est un néandertalien, c'est un modelage que j'ai fait il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans que j'ai fait ce personnage. Et là, il est au stade où on va devoir commencer à implanter les cheveux, la barbe, etc. Donc là, il est encore loin d'être fini, mais je dirais, vous me donnez 15 jours et il sera aussi vrai qu'un vrai. À t'entendre, rien n'est impossible.
Avec de la patience et beaucoup d'imagination et de la dextérité, non, rien n'est impossible. Ouais, c'est pas grave. Mettez-vous chacun d'un côté, Dominique et tout. Et si on m'avait dit qu'un jour je déplacerais, c'est quoi? C'est un Yeti? C'est le Yeti ou le Bigfoot. Et voilà, et aujourd'hui, ta question, c'est comment on rentre un Bigfoot dans une maison? Alors dis-moi, là, j'aperçois une photo ici avec un Bigfoot. C'est quoi? C'était sa maman, son papa, son précédent? Lui, c'est le premier Bigfoot que j'ai réalisé. Mais là, ça date vraiment d'il y a longtemps. Pour voir son âge, il suffit de voir mon fils. Donc le petit garçon qui est là, c'est le grand garçon qui est à mes côtés. Exactement. C'est C'est moi il y a 20 ans. Mais dis-moi, t'as passé une enfance de dingue, toi, au milieu de Bigfoot, de tyrannosaures. À ce qui paraît. Après, moi, j'ai grandi comme ça, donc pour moi, c'est quand même assez banal. C'est un métier un peu fou, un peu dingue quand même. C'est un métier qui, pour moi, c'est devenu le quotidien. Mais au départ, réellement, c'était une passion. Donc j'ai trouvé ça très, très rigolo. J'ai commencé à le faire véritablement pour le plaisir, en espérant que ça puisse un jour devenir un métier. Puis un jour, ça a démarré et ça a continué. Je me retrouve même à travailler jour et nuit. J'ai ma femme qui souvent me fait le reproche en disant « Oh, mais t'es jamais à la maison, t'es tout le temps en train de travailler. » Beaucoup de travail, mais le maître mot, c'est le plaisir. Le maître mot, c'est le plaisir. Pour finir cette journée pas comme les autres en Lot-et-Garonne, Éric repart au château de Gavaudin. La compagnie des Mortepeilles lui a préparé une petite surprise, un banquet comme on en faisait au Moyen-Âge. Et rebonjour à tout le monde. J'aurais dû m'en douter. Tu m'as dit, viens faire un petit casse-croûte pour la fin de journée, mais là encore, c'est Moyen-Âge. Voilà, on t'a préparé quelques desserts du Moyen-Âge. Mais la notion de dessert n'est pas la notion actuelle. C'est-à-dire on peut manger du sucré au milieu du repas et manger quelque chose d'acide à la fin du repas. Première chose, avant que tu commences à manger, on va te laver les mains. Ah bah oui. Parce que comme on va manger, il n'y a pas de fourchette, donc tu vas manger certaines choses avec les mains. Et en plus, au Moyen-Âge, on est propre. Donc encore une idée reçue fausse. Encore une idée reçue. Ah oui. Oui. Et vous me lavez les mains carrément. Oui, voilà. Ah mais c'est chaud. Mais oui, mais c'est le confort. Hein. Eh oui, c'est le confort, oui. Ça sent bon. Lavande. Lavande. Wow. Quel service. Alors maintenant, je suis prêt. Voilà. Tout donne envie. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Il y a plein de choses. Ça, c'est un masse-pain. C'est-à-dire, c'est un mélange de sucre et de poudre d'amande. Avec de l'eau de rose. Oh, c'est super bon. Je ne suis pas le seul à manger, hein. Allez-y aussi, parce que... Ça, c'est une recette anglaise. Alors, c'est anglaise. Enfin, on va dire anglo-normande. Il y a du vin blanc avec du miel, du poivre et du gingembre. On fait cuire. Et après, dessus, il y a du gingembre confit. C'est pour passer une bonne soirée, c'est ça? Voilà. Bon. Alors, je vais goûter. C'est un peu fort? Non, c'est pas fort, c'est très bon. Tu trouves que c'est fort? Non. Mais c'est super bon. Ah, mais moi, je découvre, là. C'est une cuisine... À quand on ouvre un restaurant médiéval? C'est super bon. Il y en a eu, oui. Mais c'est une cuisine quand même qui est... Donc là, c'est une cuisine de seigneur, c'est pas une cuisine de peuple. D'accord. Voilà. Et c'est une cuisine qui est très élaborée. Vous êtes habillé Moyen-Âge, vous mangez Moyen-Âge, vous dormez... C'est vrai? Ça veut dire quoi, dormir Moyen-Âge? C'est-à-dire dormir sous une tente en toile de lin, si possible, ou toile de coton, si on n'a pas les moyens, et voilà. Donc sur l'herbe,
C'est une vie simple, voilà, on est ensemble tous, c'est des moments de partage. Voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors moi, je voudrais quand même Oui. porter un toast à vous tous, parce que vous nous avez fait passer une journée formidable. Il faut quand même dire que quand on arrive, on vous trouve un petit peu barré, un petit peu dingue, mais c'est génial. Et ça me fait penser à la phrase de Audiard, j'aime bien les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. C'est votre cas, alors longue vie aux mortes payes. Aux mortes payes.